The US will take over the Gaza Strip. Alors ça, ce sont les mots de Donald Trump, donc qu'il a tenu lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a même ajouté vouloir faire de la bande de Gaza, je cite toujours, la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Alexandra ? Là, on voit bien à quel point, dans quel délire on se trouve. Enfin, délire, pour nous, ça apparaît comme du délire. Pour lui, c'est extrêmement simple, basique. Donald Trump, c'est un homme simple. 1 + 1 = 2. Donc, ces projets sur les territoires palestiniens, c'est un mélange de projets messianistes, en tout cas pour la Cisjordanie, c'est-à-dire que c'est les religieux qui veulent reprendre le contrôle de la Cisjordanie, qu'ils appellent Judée et Samarie, et donc un mélange de projets messianistes fous et aussi de projets entrepreneuriales, parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump, il n'y a qu'une chose, une des rares choses qui compte pour lui, c'est le business. Et donc, lui, il voit ce territoire qui est dévasté, il l'a dit d'ailleurs, lui-même, il a semblé surpris par l'ampleur des dévastations, et il se dit, c'est pas très compliqué finalement. Tous ces gens qui vivent dans les ruines, ils seront peut-être contents qu'on puisse les envoyer à l'étranger, où ils seront mieux chez eux. Ça, c'est une grande litanie de beaucoup d'Israéliens qui disent, mais finalement, il y a tous ces pays arabes, pourquoi on n'enverrait pas les Palestiniens dans tous ces pays arabes qui existent alentour? Pourquoi ont-ils besoin de rester là, à Gaza et en Cisjordanie? Sauf que pour les Palestiniens, c'est chez eux, c'est leur terre. Et les Palestiniens ont déjà subi ce qu'ils appellent la Nakba, en 1948, à la création de l'État d'Israël, quand certains ont été chassés de chez eux. Certains ont été chassés de chez eux et n'ont jamais pu revenir et sont devenus des réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie. D'autres sont restés et sont devenus israéliens. C'est ce qu'on appelle les Palestiniens d'Israël. Voilà. Mais si vous voulez, là en ce moment, ils ont l'impression de vivre c'est ce que m'a dit, j'ai interviewé ce matin l'ancien ambassadeur de Palestine auprès de l'UNESCO, Elias Sambar. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les Palestiniens ne veulent pas revivre une nouvelle Nakba, ils ne veulent pas. Même s'ils doivent vivre misérablement, ils préfèrent vivre misérablement chez eux que partir dans un pays qui n'est pas leur et où ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas en revenir. Dans le chat, on se demande aussi si on ne pouvait pas, et notamment les d'autres pays occidentaux qui ont déjà réagi aussi, qui pour l'instant, j'ai l'impression en tout cas, sont assez unanimes pour se montrer assez choqués, en tout cas se désolidariser complètement des déclarations de Donald Trump. Mais on se demande dans le chat si il n'y avait pas moyen de se mobiliser plus tôt, parce qu'on nous indique que Trump avait déjà évoqué la question d'un, je cite, Monaco balnéaire avec les radicaux d'extrême droite, soutien de Netanyahou. Et donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas mobilisé plus tôt, finalement. Certains ont essayé de se mobiliser plus tôt. Nous, à Libé, ça fait un moment à la limite, qu'on décrit le processus en cours, qui ne pouvait que conduire à ça à partir du moment où Donald Trump était élu. Alors, cela dit, Joe Biden, donc le président démocrate, a été aussi assez solidaire d'Israël. Si vous voulez, il y a une espèce de proximité entre les États-Unis et Israël qui est tellement forte que rien ne semble pouvoir la défaire. Même les démocrates, au pire des bombardements sur Gaza, sont restés solidaires d'Israël. L'Europe, malheureusement, n'a plus aucun pouvoir dans la région. L'Europe ne compte plus. À un moment, elle a un peu compté. Et c'est elle, si elle a compté, parce que c'est elle qui, souvent, finançait la reconstruction de Gaza quand ça avait été démoli par des bombardements israéliens. Au cours des 25 dernières années, en général, tous les 4-5 ans, Israël bombardait Gaza, c'était reconstruit, et puis avec l'aide de financement européen, et 4-5 ans après, c'était redémoli par les Israéliens. Alors, il ne faut pas non plus être non plus trop noir et blanc. C'est vrai qu'à Gaza était sous le contrôle du Hamas, qui est un mouvement terroriste, celui qui a commis les atrocités du 7 octobre. Donc, c'est ça aussi qui crée
la tétanie de beaucoup, c'est-à-dire que c'est difficile de prendre la défense du Hamas. Donc, je crois que tout le monde est un peu tétanisé par ce dossier. C'est ça le pire. Et je pense que l'autorité palestinienne, pour le coup, a une grosse responsabilité, notamment le leader de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui est un homme très âgé, totalement décrédibilisé dans la population palestinienne, donc qui n'est pas apte à prendre le lead d'une opposition à Israël et au Hamas, parce que c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui. C'est un leader ou une leader, mais malheureusement, je pense que ce sera plutôt un leader s'il n'émerge jamais, un leader de la jeune génération, enfin de la jeune ou moyen jeune, qui prenne le lead, qui soit un peu charismatique et qui s'oppose à la fois à Israël, aux États-Unis et au Hamas. Parce que c'est ça le sujet. Le problème, c'est que plus Donald Trump va avoir des propos outranciers comme il a eu cette nuit, plus Benjamin Netanyahou va jouer le jeu de l'extrême droite messianiste, plus le Hamas est renforcé. Tout ça, ça renforce le Hamas. Et Elias Sambar me le disait d'ailleurs. Il me disait, mais de toute façon, le problème, c'est que même en Cisjordanie, où l'autorité palestinienne, où le Fatah, le mouvement de Yasser Arafat était bien implanté, même en Cisjordanie, maintenant, les Palestiniens disent, mais finalement, aujourd'hui, il n'y a que le Hamas qui bouge pour nous. Et parce qu'ils ne voient d'aide nulle part. Il pourrait y avoir, il y en a un qui peut éventuellement faire bouger les choses, mais pour l'instant, il n'a pas mis encore le point sur la table, c'est le leader saoudien. Qui a peut-être les clés d'un apaisement du conflit. Donc le leader saoudien, qui est un des grands acteurs des accords d'Abraham qui avaient été conclus par Donald Trump, qui vise à réconcilier les pays arabes avec Israël via le business, puisque finalement, c'est les États, les pays arabes ne rêvent que d'une chose, c'est de faire du business avec Israël tranquillement. Et avant le 7 octobre, ils avaient conclu cet accord avec Israël en se moquant totalement de ce qu'allaient devenir les Palestiniens. Et là, ils ont réalisé, avec les bombardements sur Gaza, qu'il y avait un problème. Et surtout, ce qui leur fait peur, c'est que leur population, la rue arabe, voyant les bombardements sur Gaza, découvrant à mon avis aujourd'hui les déclarations de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou, la rue arabe peut s'agiter. Elles ont déjà réagi, les autorités saoudiennes Alors les autorités saoudiennes ont dit qu'il n'y aurait pas de rapprochement avec Israël sans la création d'un État palestinien. Mais cela dit, je pense que voilà, cette déclaration, ça paraît tellement utopique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se battre sur d'autres choses. Il faut être plus concret. Là, l'État palestinien, ça paraît tellement lointain, tellement pour l'instant utopique. Je pense qu'il faut y aller pas à pas et que l'Arabie saoudite pourrait, à un moment, mettre dans la balance son pétrole, tous les liens financiers, commerciaux qu'elle a avec les États-Unis pour exiger qu'on arrête de faire n'importe quoi et qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute concrètement de ce qu'on peut faire pour les Palestiniens. Est-ce que les déclarations... Sur leur terre, parce que c'est ça qui est important. Est-ce que les déclarations de Donald Trump, elles peuvent aussi ou pas avoir un lien avec sa volonté de quitter l'ONU, par exemple? Parce que c'est vrai qu'on se demande aussi, Donald Trump, il déclare tout ça, mais il a peut-être pas quand même le droit de faire absolument ce qu'il veut n'importe où sur le globe. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire aux États-Unis avec Donald Musk, donne cette impression. Avec Elon Musk. On a fait la une de Libé ce matin là-dessus. C'est dément. C'est dément. Moi, je lis beaucoup de romans, et notamment de dystopie, mais je crois qu'un romancier n'aurait même pas pu imaginer ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Oui, on se dirait que ce serait trop caricatural. Avec ces jeunes mecs en noir qui sortent tout juste d'une école de commerce et qui viennent prendre le contrôle de tous les tuyaux de l'administration américaine qui permettent de payer les salaires, qui permettent d'avoir toutes les données personnelles. C'est dément. Donc Donald Trump, je crois que la loi, ils s'en contrefichent. Et d'ailleurs, les dirigeants israéliens aussi, ça fait quand même des décennies que les dirigeants israéliens s'assoient totalement sur les résolutions de l'ONU qui exigent l'arrêt de la colonisation. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Une autre question du chat qui se demande si
finalement ces déclarations de Donald Trump ne pourraient pas avoir l'effet inverse et finalement au contraire le fragiliser. Est-ce que toutes ces déclarations intempestives, et depuis notamment l'annexion aussi du Canada, les droits de douane et maintenant l'évacuation forcée de Gaza, ne vont pas finalement affaiblir durablement les États-Unis sur le plan diplomatique ? Alors, ils n'ont pas encore annexé le Canada, hein, mais ça fait partie les rêves fous de Donald Trump. Le problème, c'est que là, l'actualité va tellement vite. Et là, on parle alors qu'elle est en train de se produire. Donc, tout est possible. Tout est possible. Donc, on peut faire des pronostics. En tout cas, on peut dire que les mois qui viennent ne vont pas être simples. Tout est possible. Il ne faut pas oublier. Il y a aussi une chose, un élément qu'il faut avoir en tête, même si nous, ça nous paraît totalement dingue et on n'arrive pas à y croire, mais on ne sait jamais, que bizarrement, Donald Trump, de quoi il rêve ? D'un prix Nobel de la paix. Ça paraît fou comme ça, mais il rêve d'obtenir le prix Nobel de la paix qu'a obtenu Barack Obama alors qu'il était à la Maison-Blanche depuis quelques semaines ou mois à peine. Et ceci dit, lors de sa campagne, il parlait beaucoup, lui, de « si je suis élu », il n'y aura plus de conflits à tel endroit, il n'y aura plus de conflits à tel endroit. Oui. Il essayait d'agiter un petit peu ce truc-là de moi au pouvoir aux États-Unis. Oui, sauf que dans son cerveau très simple, lui, il pense que en chassant des habitants de leur terre, ça va ramener la paix. Parce que finalement, c'est simple, hein, vous les mettez dehors et puis comme ça, au moins, on est tranquille, on peut reconstruire tranquillement et faire du business. Et voilà, et pourquoi ils nous embêtent et pourquoi ils ne seraient pas mieux ailleurs, ces gens-là, que chez eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, hein. Mais bon, il y a ce rêve qu'il a d'un prix Nobel de la paix. Est-ce qu'à un moment, ça peut le faire disjoncter dans l'autre sens ? Je ne sais pas. Je pense franchement que tout est possible. Je pense quand même que le pire est davantage probable que le meilleur, malheureusement. Et c'est vrai que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est une levée de bouclier beaucoup plus ferme que ce à quoi on assiste. Là, pour l'instant, on a vu des déclarations diplomatiques. De la part d'autres dirigeants, de la part de un peu de la langue de bois. C'est pas bien. Nous exigeons la solution à 2 États. Voilà, j'ai été la première à dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'avoir 2 États vivants, coexistant pacifiquement, Israël et un État palestinien. Je ne vois pas d'autre solution possible. Simplement, là, on en est très, très loin. Et donc là, il faut arrêter d'exiger ça. Il faut l'avoir en perspective. En effet, c'est ça, l'horizon doit être celui-ci. Mais on en est tellement loin que maintenant, il faut aller pas à pas et il faut essayer de voir comment on peut franchir le prochain pas. Moi, je pense quand même qu'il faudrait qu'il y ait une levée de bouclier mondiale, pays arabes en tête, pays arabes qui se sont toujours totalement foutus des Palestiniens. Pour eux, c'est encore une fois, ils avaient passé les Palestiniens par pertes et profits. Ils sont toujours désintéressés. Il faudrait que maintenant, ils comprennent que c'est un enjeu majeur. On voit bien que ce problème palestinien cristallise des tas de conflits sur la planète depuis des décennies. Donc, on ne pourra pas mettre ce problème sous le tapis. Il faut s'y attaquer. Et donc, les États arabes ont une responsabilité majeure. Mais aussi tout le monde occidental, tous les États arabes, et aussi les Palestiniens, la diaspora palestinienne aussi. Il faut qu'on l'entende. Il faut les Palestiniens aussi de Cisjordanie qui ne sont pas favorables au Hamas. Encore une fois, Mahmoud Abbas, s'il avait un peu de dignité, il démissionnerait, il passerait le flambeau à quelqu'un qui peut-être pourrait être apte à contrer les intentions des Israéliens et des Américains. Enfin, des Israéliens. Tous les Israéliens ne sont pas sur la ligne de Netanyahou, hein, encore une fois. Il y a des Israéliens, il y a encore des Israéliens qui pensent qu'il faut vivre, il faut créer un État palestinien. Le problème, c'est que ceux-là sont sonnés, ceux-là n'y croient plus, ceux-là ont été assommés par le 7 octobre. Ils sont plus audibles et je pense qu'ils sont désespérés. Et donc, on n'entend plus que les fous furieux. C'est ça qui est terrible. Mais voilà, il faudrait que cela se mobilise. Si cela se mobilise, si les États arabes se mobilisent, la rue
comme les dirigeants. Si les Occidentaux non-américains se mobilisent, peut-être qu'il pourrait se passer un miracle. Mais pour l'instant, ce serait un peu du ressort du miracle, je dois dire. Parce que là, on parle des déclarations de Donald Trump, de la potentielle, pour l'instant un peu fébrile, levée de bouclier des autres puissances mondiales. On rappelle quand même, s'il fallait le rappeler, qu'au milieu de toutes ces déclarations, il y a 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza. Quand Donald Trump déclare tout ça, quel sort, quel avenir il leur imagine à ces 2 millions de Palestiniens qui subissent déjà depuis plusieurs mois maintenant des offensives récurrentes de la part de l'armée israélienne. Là, il y avait une trêve qui avait été actée, qui paraît du coup fragile, d'autant plus fragile après cette déclaration-là. Je pense qu'elle est très fragile, oui. Quel sort il leur réserve, Donald Trump, à ces 2 millions de Palestiniens? En tout cas, comment il l'entend Lui, c'est très simple. Lui, il dit, il peut pas comprendre pourquoi des gens qui actuellement vivent démunis de tout, dans des ruines, en ayant froid, faim et aucun médicament, comment ils pourraient pas être contents qu'on leur propose de vivre dans les pays voisins avec avec un peu plus de nourriture et de perspectives. Il ne peut pas comprendre l'attachement viscéral à la terre des Palestiniens, parce que finalement, c'est la seule chose qui leur reste aux Palestiniens. Ils n'ont plus rien. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Donc, ils essayent de garder un minimum de culture qui passe par des tas de choses, très simples de la vie quotidienne. Mais c'est surtout leur terre. Et c'est vrai qu'Elias Sambar me disait, regardez, depuis le début des bombardements, donc en octobre 2023, sur Gaza, regardez la résilience de ce peuple qui a tenu malgré tout. Alors, beaucoup ont été tués, beaucoup sont morts de maladies, de famine, parce qu'ils blessés n'ont pas pu être soignés, et sous les bombes. Mais malgré tout, ces gens-là ont tenu. Il y a encore, en effet, près de 2 millions de Palestiniens qui sont là, qui errent du nord au sud, en fonction des possibilités qu'ils ont, mais qui sont toujours là. Et ceux-là, il n'est pas sûr qu'ils acceptent de partir, parce qu'ils savent qu'à la seconde où ils partiront, ils ne pourront plus jamais revenir sur leur terre. Je prends aussi d'autres questions du chat. On parlait justement de l'accord de trêve qui pourrait être fragilisé par les déclarations de Donald Trump. Il y a justement une question dans le chat à ce propos. Sur ces déclarations, est-ce qu'elles peuvent nuire à la trêve et au processus de libération des otages? Parce qu'on rappelle que là, ce week-end, devait s'opérer justement des nouvelles libérations d'otages entre le Hamas et Israël. On ne voit pas bien comment le Hamas pourrait, après les déclarations de la nuit dernière, comment le Hamas pourrait accepter de continuer à tenir le deal avec les Israéliens. Ça paraît impossible. Et d'ailleurs, des familles israéliennes, d'otages israéliens, ont réagi vivement ce matin en disant... des familles qui s'attendaient à récupérer leurs proches samedi, comme certains l'ont fait ces dernières semaines. C'était extrêmement émouvant de voir ces otages israéliens se précipiter dans les bras de leur père, de leur mère, de leurs frères, de leurs sœurs. Et là, certains comptaient les secondes jusqu'à samedi pour retrouver leurs proches après tous ces jours dans les tunnels sous les bombardements. Et là, franchement, on ne voit pas très bien comment le Hamas accepterait de relâcher des otages après les déclarations de la nuit dernière. Il va y avoir un nouveau bras de fer et j'ai peur que le Hamas se sorte renforcé par ce qui est en train de se passer, ce qui serait dramatique. Ce serait dramatique, parce que le Hamas ne se nourrit que de la haine d'Israël et de l'envie de destruction d'Israël, de la même façon que, il y a deux extrêmes, depuis longtemps d'ailleurs, deux extrêmes dans les territoires palestiniens et en Israël, qui ne rêvent que d'annihiler l'autre. Que ce soit l'extrême droite israélienne qui rêve de prendre le contrôle des territoires palestiniens, et peu importe ce qui se passe pour les Palestiniens, et le Hamas, les extrémistes du Hamas, qui eux ne se nourrissent que de la haine et de la violence. Et donc là, plus Donald Trump, plus Benjamin Netanyahou, plus les ministres d'extrême droite israéliens proféreront des propos comme ils l'ont fait ces derniers jours, visant à chasser les Palestiniens de leur terre, plus le Hamas va être renforcé. C'est ça le drame.
Il y a une question aussi dans le chat qui fait un petit peu écho à des débats qu'on peut avoir à Libération aussi ces derniers jours sur la question de à quel point faut-il aussi prendre au sérieux toutes les déclarations de Donald Trump, parce que tous les jours il déclare des choses absolument folles, de plus en plus folles les unes que les autres. Et donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que Trump ne ferait pas du Trump, exprimer des idées extrêmes que lui-même ne pense pas réalistes pour s'en servir comme moyen de pression et de négociation avec les autres pouvoirs. En matière de négociation, il est plus simple d'arriver à ce qu'on veut quand on part de très haut, quand on part de très fort. Est-ce qu'on peut s'imaginer que finalement... C'est possible aussi. Cela dit, quand vous voyez ce qui s'est passé ces 2 derniers jours à Washington, dans l'administration américaine, les mecs, ils y sont allés. Les mecs, ils y sont allés et là, ils ont dit à toute une catégorie de personnel, bon ben voilà, c'est fini, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus d'ordinateur, vous n'avez plus de salaire ou plus de... Ils l'ont fait. Donc, on sait que Donald Trump, quand il a été, lors de son premier mandat, il a accepté ce que lui demandait la demande des extrémistes israéliens, qui était de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il l'a fait. Il a accéléré la colonisation. Donc, il est capable concrètement, et surtout, il est entouré de gens, et notamment son gendre, Jared Kushner, qui est plus en première ligne politiquement comme il l'était lors du premier mandat, mais qui est très très influent, notamment en Israël. Il fait partie, il a des billes dans un fonds d'investissement qui justement aimerait construire en Cisjordanie et à Gaza, et donc qui pousse beaucoup aussi à ça. Donc, c'est ce qu'explique notamment notre correspondant aux États-Unis, Julien Gester. Il explique que ce serait peut-être cette personne-là qui serait un peu derrière ces déclarations de Donald Trump. Ah bah, il y en a pas mal, mais c'est vrai que Jared Kushner a une grosse influence sur Donald Trump et sur le dossier israélien. C'est déjà lui, d'ailleurs, qui avait poussé au déménagement de l'ambassade à Jérusalem. Je rappelle que les pays occidentaux ont tous leur ambassade à Tel Aviv parce qu'ils considèrent que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël, c'est une capitale partagée, et donc avec les Palestiniens. Donc voilà, c'était un acte symboliquement très très important de déménager cette ambassade à Jérusalem, et ça ils l'ont fait. Ils l'ont fait alors que personne n'y croyait. Donc oui, je suis d'accord avec la personne qui a posé cette question. Tout est possible. Il peut aussi taper très fort pour être sûr d'obtenir au moins la moitié de ce qu'il réclame, pour faire peur et donc pour essayer de négocier. Mais bon, on a en gros les grosses lignes. On voit en gros des effets tout ce qui se passe depuis ces dernières années, ces derniers mois, vise à faire en sorte que la Cisjordanie passe sous le contrôle des colons. On voit bien que la guerre à Gaza a changé de nature. Maintenant, il n'y a plus de bombardements sur Gaza, mais en revanche, la guerre est livrée sur la Cisjordanie. Donc maintenant, après avoir détruit Gaza, maintenant l'armée israélienne est en train de s'emparer de la Cisjordanie. Et voilà, et donc c'est ça le but. Alors, est-ce qu'ils y arriveront? Comment? Est-ce que ça ne va pas finir par leur retomber, leur reclaquer à la figure comme un boomerang? C'est possible aussi, mais là, c'est pour ça qu'il faut... Voilà, il ne faut pas rester inerte. Il ne faut pas que les pays occidentaux, il ne faut pas que les pays arabes restent inertes. Je pense qu'il est encore possible de dire non fermement, d'agir, de descendre dans la rue. Si les pays du monde entier, si les citoyens du monde entier descendaient dans la rue en disant stop à la mise en valeur des extrêmes en Israël comme chez les Palestiniens, stop. Revenons à la raison, asseyons-nous autour d'une table et essayons de voir ce qu'on peut faire. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Europe, tous les gens un peu sensés et qui comprennent que la politique actuelle, comme le disait Dov Alfond dans son éditorial ce matin, ne peut conduire qu'à davantage de morts, davantage de souffrances dans la région. C'est ça à quoi ça va conduire. D'ailleurs, sur Donald Trump, Dov Alfond dit aussi dans son édito que sur les intérêts de Donald Trump, peut-être qu'il déclarerait aussi des choses pareilles pour déplacer l'attention et pouvoir ensuite un peu avoir les mains libres sur sa politique fédérale américaine. Est-ce qu'on peut s'imaginer aussi que du coup Donald Trump agite un petit peu ces questions internationales pour déplacer l'attention ?
Oui, c'est possible. Cela dit, je suis pas sûre qu'il ait besoin de déplacer l'attention. Regardez ce qui se passe. Elon Musk s'occupe de l'administration américaine, lui s'occupe de Gaza, Cisjordanie. Les rôles sont assez bien définis. Hein. Et puis lui, il s'en fout. Il se moque de tout. Il se moque de la loi. Il se moque de. Il faut se rappeler ce qu'il disait sur. Il est là parce que Dieu lui a donné une mission. Enfin, il faut voir qui est la plus grande puissance mondiale. C'est le dirigeant de la plus grande puissance mondiale qui dit qu'il est là parce que Dieu lui a donné une mission. Et donc, sa mission, c'est de nettoyer, entre guillemets, Gaza et la Cisjordanie et en virer les Palestiniens. Donc, un homme capable de dire ça, je pense qu'il n'a pas beaucoup de freins et de garde-fous. Mais encore une fois, tout est possible. Là, on vit dans un monde où tout est possible. Donc ça veut dire que le meilleur n'est pas impossible. J'avoue que pour l'instant, j'ai un peu de mal à y croire. Mais voilà, tout reste possible. D'ailleurs aussi, je cite la dernière ligne de l'édito de Valfond, donc directeur de la rédaction de Libération, qui a été publié là il y a quelques minutes sur le site de Libération, qui indique que le leader du monde libre, donc Donald Trump, vient de nier leur droit, donc aux Palestiniens, leur droit à l'existence nationale, voire leur droit d'exister tout court. Bien sûr. Mais malheureusement, il n'est pas le seul. Malheureusement, il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a tellement de pays qui rêveraient, et notamment les pays arabes, qui rêveraient d'être débarrassés de ce problème palestinien. Problème entre guillemets, bien sûr. C'est eux qui le pensent, pas moi. Malheureusement, il y en a beaucoup. Parce qu'on voit bien, que ce problème, entre guillemets, pourrit la vie internationale depuis des décennies et empêche d'avancer, et provoque toujours plus de guerres, de morts, de souffrances, et que personne n'arrive à le gérer correctement. Et donc là, je pense qu'après tous ces morts, toutes ces souffrances, de part et d'autre, chez les Israéliens comme chez les Palestiniens, la sagesse voudrait que tout à coup, des gens un tout petit peu sensés disent stop, maintenant on arrête. On essaye de trouver comment faire en sorte qu'Israël et les Palestiniens puissent vivre côte à côte sans s'entretuer. Ça paraît totalement naïf, utopique, mais je pense qu'il ne faut jamais cesser de croire que c'est possible, parce que sinon c'est fini. Les Palestiniens auront définitivement disparu si on commence à penser que c'est plus possible. Il faut continuer à penser que c'est possible, mais il faut essayer d'y aller pas à pas et de trouver tous les leviers possibles pour pousser les uns et les autres, et notamment les décideurs, les possibles décideurs. Et je pense encore une fois à l'Arabie Saoudite, qui a quand même beaucoup de leviers. C'est une grosse puissance pétrolière notamment, et qui a de grandes ambitions commerciales dans le monde. Donc elle, il faut absolument que l'Arabie Saoudite bouge sur ce dossier. C'est la seule façon, à mon avis, de faire changer les choses. Dans le chat, on souligne aussi que Trump parle d'une intervention. Est-ce que ça peut déstabiliser les alliances géopolitiques et provoquer un conflit entre différentes nations ? Et moi aussi, la petite question que je glisse à l'intérieur de ça avant que tu répondes là-dessus, est-ce que du coup ça peut signifier aussi que Donald Trump imagine envoyer des soldats américains en territoire palestinien ? Voilà, ce serait de la folie furieuse, parce que je pense que là, il serait parti pour une guerre, un enlisement dingue. Mais oui, la région peut s'embraser facilement. On voit bien que de toute façon, la région, elle a déjà énormément changé depuis quelques mois. Je rappelle très rapidement tout ce qui s'est passé en quelques mois seulement. Le Hezbollah, qui est donc un des bras armés avec le Hamas de l'Iran dans la région, le Hezbollah au Liban, a été démantelé, considérablement affaibli par les Israéliens. Du coup, le Liban, débarrassé du Hezbollah, qui l'empêchait d'avoir un gouvernement digne de ce nom et de pouvoir reprendre son destin en main, a maintenant un Premier ministre et un président qui ont l'air de tenir la route. Mais bon, est-ce qu'ils auront les moyens de faire quelque chose ? On ne sait pas. La Syrie, le Hezbollah étant affaibli, le Hezbollah étant un des principaux soutiens de Bachar el-Assad, Bachar el-Assad est tombé à cause de ça, et un nouveau dirigeant a pris le pouvoir, un islamiste, qui se dit, qui pour l'instant n'a pas l'air de devenir un fou furieux, mais tout le monde attend de voir. En tout cas, pour l'instant, la Syrie essaye de se reprendre en main.
avec l'aide de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que la Turquie et l'Arabie Saoudite sont deux pays qui rêvent de jouer un rôle dans la région, donc ils aident la Syrie à se remettre sur pied. Donc maintenant, il reste la Palestine. Que va-t-elle devenir ? Que va devenir le Hamas ? A-t-il encore les moyens de résister à Israël, d'asseoir sa puissance sur Gaza. Là, j'entends un peu des sons divers. Certains experts disent que le Hamas a été quand même considérablement affaibli par les frappes israéliennes et n'a plus les moyens actuellement de combattre Israël. D'autres disent qu'ils ont réussi quand même à reconstituer quelques brigades. Là-dessus, honnêtement, je ne sais pas quelle est la réalité des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, que le Hamas, là, tout ça va le renforcer. Mais là aussi, vu tout ce bouleversement géopolitique régional, encore une fois, il y a peut-être des puissances arabes, et encore une fois, entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui pourraient se dire, bon, là, maintenant, on va intervenir et on va essayer de faire quelque chose. On parlait tout à l'heure de la levée de boucliers potentielle, aussi notamment de l'Union européenne. Il y a justement une question là-dessus dans le chat. Quels moyens de pression l'Union européenne a sur les États-Unis pour éviter ce drame ? Concrètement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, mettre en place, où on est quand même particulièrement impuissant ? Non, objectivement, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire grand-chose, vraiment. Je ne suis pas sûre. On peut faire des déclarations, on peut en sous-main, enfin officiellement on peut rien faire. Après en sous-main, et là les diplomates que n'aime pas beaucoup Emmanuel Macron, mais qui ont quand même parfois un rôle important à jouer. Là j'ose espérer que beaucoup en sous-main des diplomates, dans les services de renseignement, que beaucoup justement essayent de provoquer ce sursaut, peut-être en allant discuter avec des dirigeants arabes, en allant discuter avec les uns et les autres, pour essayer de provoquer un sursaut, et encore une fois, dans les pays arabes, parce que c'est plus les Occidentaux, c'est plus aux Occidentaux de gérer ce problème. Il faut que les pays arabes prennent ce dossier en main, enfin sérieusement, et comprennent qu'il en va de leur crédibilité, à la fois en interne, auprès de leur population, parce qu'un jour, ce qui risque, c'est que leur population descende dans la rue et dise ça suffit, et les déstabilise, voire les renverse. Et ça, c'est la grande peur de tous les dirigeants arabes actuels, c'est que la question palestinienne finisse par faire en sorte que leur population se retourne contre eux qui ne font rien. Donc, je pense que c'est de là que viendra peut-être la solution. Mais là, il y a urgence. Il faut qu'ils se dépêchent. Il y a une autre question sur la responsabilité et les réactions des dirigeants européens. Tranche que dans le chat nous demande qu'est-ce qui différencie dans les faits, dires et actes Trump et les USA de la Russie de Poutine, de la Chine de Xi Jinping ou de l'Inde de Modi. Pourquoi nos dirigeants européens semblent être si serviles, inoffensifs face à eux ? C'est-à-dire que là, pour l'instant, on voit bien que tout le monde est un peu tétanisé. On sent une espèce de tétanie. Pourquoi ? Parce qu'on aurait peur de la réaction d'un Trump ? Non, c'est parce que... Oui, puis aussi parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre et le contrer, surtout. Comment voulez-vous arriver à contrer quelqu'un pour qui la loi n'a aucune valeur ? Comment faites-vous quand vous êtes une démocratie ? Et que vous voyez que votre principal allié, en plus, c'est quand même quelqu'un, on a beaucoup d'intérêt avec les États-Unis. Comment faire avec quelqu'un qui s'assoit sur la loi quand vous êtes une démocratie ? Donc je pense qu'en ce moment, il y a un brainstorming dingue dans toutes les chancelleries européennes pour essayer de voir comment faire pour contrer les folies, les projets fous de Donald Trump. J'espère qu'ils finiront par trouver une parade, soit commerciale, mais c'est pas simple, parce qu'on a pas mal d'intérêts en commun, notamment militaires. Donc voilà, c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut distinguer ou pas assez distinctement justement un front étatique qui serait efficace contre les impérialistes et les fascistes, comme le souligne quelqu'un dans le chat ? Est-ce qu'on voit une alliance se dessiner de pays qui pourraient se dresser assez clairement face aux États-Unis parce que en fait, l'un des problèmes aussi, on le dit parfois, c'est qu'il y a d'autres dirigeants dans le monde qui arrivent au pouvoir et qui sont
parfois proche de Donald Trump. Bah, En tout cas, il n'est pas isolé, quoi. C'est ce que j'allais vous dire. Le problème, c'est que tous ces dirigeants nationalistes, populistes, nationalistes, il n'y a pas que Donald Trump. Hein, et en Europe même, Giorgia Meloni, qui est en Italie, qui est clairement d'extrême droite, Viktor Orban, en Argentine. Enfin voilà, il y en a. C'est pas évident. L'Europe même n'est pas unie sur ce terrain-là. Et les deux puissances européennes qui jusqu'alors étaient les plus importantes et qui pouvaient peser le plus, qui étaient la France et l'Allemagne, sont politiquement considérablement fragilisée. Quand on voit la situation politique en France, où on n'arrive même pas, où on se demande même si un gouvernement va tenir au-delà de la semaine écoulée, comment voulez-vous qu'il puisse peser sur la scène internationale? Quant à l'Allemagne, il y a des élections le 23 février, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, l'extrême droite est en plein essor, donc tout ça ne contribue pas à espérer une voix, que ces pays-là, d'une même voix, s'élèvent contre Donald Trump. C'est très très compliqué. Pour en revenir sur les déclarations de Trump au sujet de Gaza, il a aussi dit que serait discutée l'attribution de la Cisjordanie à Israël. C'est un peu passé après ces autres déclarations parce qu'elles étaient encore plus frontales et choquantes, mais c'est quand même un dossier hyper important aussi, et c'est quand même vraiment pas rien de réfléchir à la possibilité d'attribuer ce territoire à Israël. Est-ce que ce serait inédit quand même là cette chose-là, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence Ce serait un coup de force incroyable. Alors cela dit, malheureusement, la Cisjordanie est déjà totalement sous le contrôle d'Israël. Il y a des villes, mais de plus en plus. La Cisjordanie, c'est une sorte de gruyère. Hein. Il faut bien voir ce que c'est la Cisjordanie. C'est de plus en plus grignoté par les colons. Les colons qui empêchent les Palestiniens même de garder leurs moyens de survie, de subsistance. Ils arrachent leurs oliviers qui leur permettent de vivre tous les jours. Ils coupent les routes, ils les empêchent d'aller... Il faut voir ce que c'est, aller de Ramallah à Bethléem. Donc c'est 2 grandes villes palestiniennes. Mais pour un Palestinien, c'est je crois que je ne sais pas combien de kilomètres il y a, mais il doit y avoir une vingtaine, trentaine... grand max 40 km entre les deux, mais pour un Palestinien, il faut la journée entière pour aller de l'un à l'autre, entre tous les checkpoints. Enfin, c'est pas une vie déjà que mènent les Palestiniens de Cisjordanie, qui sont traqués, harcelés par les colons en permanence, et qui voient leur territoire de plus en plus grignoté par les colons. Donc, de fait, la Cisjordanie est déjà sous le contrôle des colons israéliens. Il reste quand même des îlots de vie palestinienne, notamment Ramallah, qui est une ville qui jusqu'à une date récente vivait, enfin voilà, où il y avait une vraie vie sociale, mais c'est de plus en plus difficile. Et donc, mais on voit bien que le but, c'est que les colons israéliens récupèrent la totalité de la Cisjordanie, ça c'est clair. Merci beaucoup Alexandra d'avoir été avec nous ce midi. Merci.